toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. À la figure sainte de Louis IX, Saint Louis, on oppose celle tyrannique de Louis XI, roi de France régnant de 1461 à 1483. Très longtemps, la légende noire a prévalu, soutenue par une imagerie populaire peu flatteuse, tandis que Saint Louis est représenté dans toute sa noblesse, rendant la justice sous un chêne. Louis XI apparaît, lui, rôdant auprès des cages où étaient enfermés les opposants de son règne. Alors, comment faire la part entre cette légende noire et la réalité historique? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec l'historienne Lidwine Scordia. Lidwine Scordia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc historienne, agrégée, docteur en histoire et médiéviste. Alors vous avez publié aux éditions Ellipse, j'allais dire une biographie, mais ce n'est pas une biographie. C'est pas tout à fait une biographie, parce qu'il en existe beaucoup, des biographies de Louis XI, donc, et de très bonnes, d'excellentes. Donc je suis entrée dans la collection d'Ellipse, qui s'appelle Biographie et mythes historiques. Et donc, c'est ce que vous disiez à l'instant, les légendes, les mythes sur un certain nombre de personnages historiques. Et Louis XI est un cas dans cette histoire de France. Du temps de Canal Académie que nos auditeurs connaissent parce qu'ils peuvent avoir accès aux émissions, certaines émissions de Canal Académie sur Storia Voce, je vous avais reçu pour présenter un livre qui est en quelque sorte le lien avec ce Louis XI. C'était un manuscrit de Pierre Chouanet, donc un manuscrit médiéval avec des enluminures absolument magnifiques que vous avez réédité. Donc vous en êtes venu à Louis XI par cet ouvrage? Et c'est ça. En fait, c'est ça parce que ma période, je suis médiéviste, ma période, ce sont les derniers siècles du Moyen-Âge, c'est-à-dire 13e, 15e. Mais c'est vrai que la découverte de ce manuscrit, qui n'avait pas été édité, et comme vous dites, avec 12 enluminures absolument splendides, pleines pages, etc., ça m'a entraînée plus largement du côté de Louis XI, parce que je me disais, comme beaucoup, que on avait beaucoup dit sur Louis XI, et en fait, il y a beaucoup de travaux nouveaux sur Louis XI en ce moment, et je me suis lancée avec la proposition de l'éditeur Ellipse, je suis lancée dans cette biographie au long cours, c'est-à-dire non seulement l'histoire de Louis XI, parce que évidemment on ne peut pas se passer de repères évidemment historiques, mais en même temps ce qu'on a dit sur Louis XI du 15e, donc de sa période 15e, jusqu'à aujourd'hui. Et on a tout dit, tout et le contraire. Alors justement, ce qui m'a étonné, donc quand j'ai reçu votre ouvrage, c'est que généralement, nous disions tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'une biographie, c'est plus qu'une biographie, on va dire que c'est une étude historique sur Louis XI. Généralement, les historiens, avant d'évoquer la postérité d'un homme, son image dans la postérité, présentent tout d'abord sa vie. Or, vous avez fait un choix complètement inverse, c'est-à-dire que vous présentez Louis XI vu par les historiens du XVe siècle au début du XXIe siècle. Et c'est là où on voit que, véritablement, c'est un personnage qui revient et que l'on étudie régulièrement et de plus en plus jusqu'au XIXe siècle. Nous y reviendrons après. Alors c'est vrai que les légendes en fait de Louis XI commencent dès son règne, à sa mort plus particulièrement, parce que c'est un roi qui n'est pas particulièrement commode, parce que il a certains aspects tyranniques, c'est un roi dont on se méfiait, dont on avait peur. Donc la légende noire a commencé au XVe siècle, et elle va croissant avec une sorte d'apogée au XIXe siècle, mais ça continue. Et puis, il y a les historiens, mais il y a aussi les romanciers, et puis il y a aussi les films. Quand les films arriveront, les films muets, les films en noir et blanc, les films en couleur, la bande dessinée, enfin tous les supports prennent Louis XI comme sujet. Et c'est vrai que dans notre histoire de France, il y a peu de rois qui aient suscité autant d'intérêt. Il n'y en a pas autant. Il y a quoi? Il y a Louis XIV, il y a Napoléon, évidemment, mais qui réussissent à capter l'attention des historiens, des romanciers
et de la filmographie des réalisateurs, il n'y en a pas énormément. Même Saint-Louis est moins étudié. Non, mais Saint-Louis, beaucoup de films sur Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une figure de vitrail. C'est difficile. Il est difficile à représenter. J'ai une collègue et amie qui prépare d'ailleurs un Louis IX chez Ellipse, dans la même collection. Parce que c'est une figure sur laquelle on a énormément travaillé, Saint-Louis, avec le Jacques Le Goff, évidemment, la biographie de Jacques Le Goff. Mais il y a beaucoup de choses là aussi, on peut l'aborder de plusieurs manières. Il y a une légende noire de Saint-Louis. Comme il existe, et je reviens à mon Louis XI, il existe une légende dorée de Louis XI qui est très peu connue, mais qui existe. Alors, je voudrais venir dans le détail justement de cette étude. Vous le dites dès les premières pages, dès le XVe siècle en fait, il y a une sorte non pas de manipulation des textes, mais d'orientation des textes. Et en fait, on fait l'éloge de Charles VII, donc son prédécesseur, pour, au fond, mieux montrer les défauts du fils Louis XI. Alors, c'est une méthode qui est vraiment classique, puisqu'on la voit dès l'Antiquité. On fait l'éloge du prédécesseur. Il était grand, il était bon, il était généreux, il était libéral, il avait à peu près toutes les vertus. Et puis, c'est une méthode pour critiquer le roi présent. Voltaire l'a fait. On l'a fait sous l'Antiquité, on l'a fait sous Louis XI, on le fera, on le continuera à le faire. C'est une méthode de critique indirecte, parce que dès qu'on commence à étudier vraiment ces éloges de Charles VII, qui était un roi victorieux, qui était un roi qui n'imposait pas ses sujets, ça ne correspond pas du tout à la réalité, puisque Charles VII est celui qui a créé l'impôt permanent, et non pas Louis XI. Et alors, justement, dans ces auteurs qui s'inscrivent donc à la fin du règne de Louis XI, il y a un personnage que j'ai retenu, qui s'appelle Robert Gaguin. Et ce qui m'a étonné de voir, c'est que, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que il était grand lecteur, vous dites, de la vie des 12 Césars, comme un autre chroniqueur qui s'appelle Bazin. Et ces hommes, en fait, ont une grande admiration pour, au fond, cette France. On voit l'idée de la France, des rois de France, ces rois qui ont fait la France, comme une idée romantique. Or, c'est une idée qui est très présente aux temps médiévaux. Oui, c'est une idée. Alors, pour eux, le Moyen-Âge est très admiratif, et plus qu'admiratif. Il est vraiment obsédé par l'Antiquité. Pour eux, Rome est indépassable. Pour une raison, c'est que Rome a dominé le monde et que l'empire de Rome a duré des siècles et des siècles. Et il y a une sorte d'idée, on se dit que c'est une sorte d'idéal non seulement de rayonnement, mais de durée. Il y a l'obsession de la durée et la peur de l'instabilité. Et c'est vrai qu'ils lisent beaucoup les Romains, surtout les Romains beaucoup plus que les Grecs en réalité, mais les Grecs aussi. Et à l'époque de Robert Gaguin et de Thomas Bazin, ce sont des humanistes, et donc il y a un goût très fort pour l'Antiquité. Ils essayent d'écrire en latin plus qu'en français, mais dans un latin qui est un latin classique et non pas un latin qui aurait évolué. Et Thomas Bazin est un opposant à Louis XI, donc il écrit une histoire de Louis XI qui est terrible. Enfin, elle est même tellement excessive que c'est trop. Il charge beaucoup trop le Louis XI, mais c'est un déçu. Et Robert Gaguin est un peu dans le même cas, c'est plus subtil, mais Robert Gaguin est un déçu parce qu'il avait demandé à Louis XI la commande d'une histoire de France. Il voulait que le roi lui commande à lui, qui était un religieux trinitaire, une histoire de France en latin qui est la langue des lettrés, qui montrerait ainsi que le royaume de France était grand. Et Louis XI n'a pas voulu, ça ne l'intéressait pas. Il ne se soucie pas de son image ? C'est une question qui est une question embarrassante. Est-ce que Louis XI s'intéresse à son image ? Je pense qu'il se moque de l'opinion d'autrui, mais en même temps,
c'est quelqu'un qui veut être informé, qui a des espions, on appelle ça des espiers dans la langue du moyen français. Il a des espiers, des informateurs. L'information compte énormément pour lui, parce qu'un roi qui est informé est un roi qui utilise tous les moyens pour bien gouverner. Et un des moyens pour bien gouverner, eh bien, c'est d'être informé. Donc, il veut être informé, y compris de ce que l'on dit sur lui. Mais ça ne veut pas dire que ça va le transformer son image, si vous voulez. C'est parce qu'on le critique qu'il va changer. Mais il saura qu'on le critique. Alors, c'est un moment sur le plan de la littérature, on va dire historique, qui est extrêmement important, parce que vous dites que les portraits s'individualisent, tout comme les critiques. Oui, on a... alors c'est une époque... Alors on a envie de dire que toutes les époques sont des tournants, parce que dès lors qu'on se met à étudier à une époque, on la trouve intéressante et on se dit il y a des choses nouvelles. Mais c'est vrai que je dirais qu'au XIVe siècle, on voit les portraits s'individualiser, en particulier, on le constate pour les portraits. Les portraits des rois, jusque-là, sont des portraits du roi. C'est le roi idéal, il est beau au sens de l'époque, c'est-à-dire qu'il a des traits réguliers, il est dans une position de majesté qui incarne la justice, il ne fait pas de mouvement, il est assis, droit, hein, c'est le roi en majesté. Et c'est vrai qu'à partir du XIVe siècle, on commence à voir apparaître les portraits, c'est Jean, le fameux portrait de Jean II, le Bon, où on reconnaît un visage. C'est un visage qui a un long nez, on voit apparaître l'homme derrière la fonction. Et après, à partir de Jean II, on voit le portrait de Charles V, de Charles VI, Charles VII. Charles VII, c'est le père de Louis XI, et Louis XI lui-même. Les portraits de Louis XI sont un sujet qui m'a beaucoup passionnée dans cette étude, parce que le portrait célèbre, ou le plus célèbre de Louis XI, ne ressemble pas au vrai portrait de Louis XI, que l'on a, et si on les met, je fais un cahier avec des photos, des reproductions de documents d'époque, si on met le visage de Louis XI tel qu'il a été dessiné ou peint au XVe, et qu'on met l'image habituelle du profil, c'est pas le même personnage. Mais c'est vrai que c'est le Louis XI du XVI, XVII, XVIII, XIXe surtout, qu'on a retenu, et quand on voit, on dit « bon, c'est Louis XI ». Mais en fait, il ne ressemble pas du tout au réel portrait de Louis XI. C'est intéressant ça aussi. À quoi ressemble le roi ? Les traits. Alors, malgré tout, malgré l'idée que vous prononciez, que vous disiez tout à l'heure, que vous donniez tout à l'heure, qui est de dire que la critique n'a jamais cessé, à la fin du XVIe siècle, vous citez une éloge catholique. Il faut attendre la fin du XVIe siècle pour observer un début de tournant d'appréciation positive du règne. Alors c'est vrai que pendant les guerres, il y a eu une bonne légende à l'époque des guerres d'Italie, donc au début du XVIe siècle, parce que Louis XI n'a jamais voulu intervenir en Italie. Et fréquemment, les Italiens surtout, disent qu'il y a eu un roi sage, qui était Louis XI, qui n'est pas intervenu en Italie, contrairement à son fils Charles VIII et à son neveu Louis XII, qui, eux, ont fait les guerres d'Italie. Mais vous avez raison, c'est à partir du XVIIe siècle qu'on voit un Louis XI apparaître beaucoup plus positif et qui apparaît comme une sorte de précurseur de l'absolutisme, l'absolutisme ayant été, selon les époques, haï ou porté au nu. À partir du XVIIe siècle, on a un Louis XI précurseur de Louis XIV, avec les mêmes caractéristiques. Et vous savez, on est dans un monde qui aime bien retrouver dans le passé des modèles. Et il est fréquent de voir comme modèle de Louis XIV, Louis XI. Donc il y a comme un saut de Louis XI, XVe siècle, jusqu'à Louis XIV, XVIIe. Vous parlez même du soleil, mais le soleil se retrouve chez d'autres Valois. Oui, le soleil est un thème, est une thématique, et là aussi c'est un motif qui est ancien, antique également, et qui veut dire plusieurs choses.
Et c'est vrai qu'on connaît le roi Soleil, mais le Soleil était très prisé par les rois valois, parce que le Soleil est biblique aussi, il n'est pas que mythologique. Il est biblique, le Christ est un soleil. Hein. Donc, lorsque les rois valois utilisent ce motif, c'est pour montrer que le Christ, le roi comme le Christ, fait rayonner le christianisme partout. Après, l'interprétation de Louis XIV est un peu différente, même si le motif est le même. Alors, le XVIIIe n'épargne pas Louis XI, Fénelon, Voltaire. Voltaire, oui. J'ai beaucoup lu, parce que vous savez, faire une biographie comme ça de tous ceux qui ont écrit sur Louis XI, c'est faire un long voyage avec des grands écrivains, de grands historiens, quelquefois des inconnus. J'ai pris des pièces de théâtre d'auteurs totalement inconnus, et d'ailleurs c'est très amusant de voir la vogue de Louis XI sur les scènes de théâtre. Mais si on prend le cas de Voltaire, Voltaire ne s'intéresse pas véritablement à Louis XI, même s'il lui consacre un très long chapitre dans l'essai sur les mœurs. Il s'intéresse à son époque. Il instrumentalise tellement évidemment Louis XI pour critiquer le temps présent, c'est-à-dire Louis XV. Donc là, on a une sorte de grand écart, parce que tout à l'heure on parlait Charles VII, Louis XI. Là, on utilise Louis XI pour critiquer le temps présent, c'est-à-dire Louis XV. C'est un chapitre qui est très intéressant à lire, de Voltaire, mais c'est un chapitre qui est très pénible à lire. Et il est pénible parce qu'il y a une telle haine de ce qui est la royauté de droit divin que c'en est, là aussi c'est trop. C'est comme Thomas Bazin au XVe sur Louis XI, Voltaire sur Louis XI au XVIIIe siècle, c'est trop. Quand il parle des reliques, il dit que Louis XI avait le goût des reliques, comme d'ailleurs tous les médiévaux, et peut-être même encore après, évidemment. Et il appelle ça, il ne dit jamais le mot relique, il dit les eaux pourries. Alors, peut-être que ça faisait rire à l'époque, peut-être que ça faisait rire Voltaire. Mais ces charges qui sont... À un moment donné, c'est une question de dosage. Quand on charge trop, on finit par se lasser de la charge. Il faut savoir mesurer son animosité. Alors, est-ce que le 19e siècle, qui est le siècle de l'histoire, vous présenterez très bien toute cette émulation intellectuelle, ce bouillonnement intellectuel où on écrivait des histoires en 30, 40 tomes. Et ça se vendait. Et ça se vendait, et ça se lisait. Et ça se lisait. Eh bien, est-ce que ce 19e siècle arrive à prendre ce recul ? Alors le 19e siècle n'est pas différent des autres, au sens où ce qui les intéresse, c'est à la fois Louis XI, bien sûr, le Moyen-Âge, parce qu'ils ont une passion pour le Moyen-Âge, puisque c'est une période de 1000 ans, donc dans laquelle on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut, et ils cherchent eux aussi les origines. Les origines peut-être des régimes politiques qui sont en place au 19e, et il y en a eu quand même plusieurs. Il y a la monarchie, il y a l'Empire, il y a le Premier Empire, le Deuxième Empire, la Troisième République. En fait, c'était une période très instable sur le plan politique. Donc il y a une passion pour le 19e pour des raisons contemporaines. Mais il y a aussi, au 19e, je dirais l'éclosion, le rayonnement de toute cette école qui est plus ancienne, qui est l'école des érudits, qui se matérialise, par exemple, avec la naissance de l'école des Chartes en 1821. C'est-à-dire, on forme des gens à étudier des textes anciens. L'école des Chartes, c'est l'école de l'étude des Chartes, c'est-à-dire des textes anciens. Et là, on voit des grands scientifiques qui se mettent à éditer, c'est-à-dire à transcrire les manuscrits, ajouter des notes, des documents de l'époque de Louis XI. Ce qui est le travail de l'historien. Ce qui est le travail de l'historien. Et donc, on voit apparaître une quantité de mémoires. C'est la grande collection de la Société de l'Histoire de France. Et d'ailleurs, on travaille encore aujourd'hui sur certaines de ces éditions parce qu'elles sont presque indépassables. En érudition, il n'y a pas un mot qui n'est pas expliqué en notes, on identifie tout.
je suis en train de faire un travail de ce type-là, d'édition. Nous, on a l'Internet, c'est-à-dire quelquefois on peut mettre un mot, tac, ça fait une ouverture, on trouve. Eux, ils travaillent sans ce moyen-là, c'est-à-dire on est avec des encyclopédies et on est surtout avec une mémoire absolument et une culture qui est extraordinaire. Donc au 19e, je dirais qu'il y a un double engouement pour Louis XI et le Moyen-Âge. C'est d'abord pour des raisons politiques et deuxièmement pour des raisons scientifiques. Ce qui fait apparaître deux Louis XI, un Louis XI qui est une recherche vraiment de ce qu'était son règne, surtout sur les aspects politiques, institutionnels, militaires. Et puis, il y a un tel succès que les écrivains s'en emparent, les dramaturges s'en emparent, les livres pour enfants, et il y a un tel appétit d'histoire, un tel appétit de lecture. C'est l'époque aussi où il y a un plus grand nombre d'étudiants. Et c'est vrai que dès Louis XI, alors là, on croule sous l'information et on est un peu obligé de trier parce que chacun, quelquefois, on voit certains qui recopient, compilent les uns les autres. Donc, on essaye de prendre les têtes principales et il y en a beaucoup et de très intéressantes. Mais vous parlez de copie, mais est-ce que les sources, on aurait pu d'abord commencer par cela? Les sources sont très importantes sur Louis XI. Oui, les sources sont très importantes sur Louis XI parce que Louis XI est un homme, un roi qui a beaucoup écrit. Et justement, pour illustrer ce qu'on disait de ces grandes éditions de textes du XIXe siècle, il y a l'édition des plus de 2000 lettres de Louis XI, en 11 volumes. Vous parliez de ces histoires en 30 volumes, et bien là, ce sont les lettres de Louis XI en 11 volumes. On travaille encore sur ces lettres. Louis XI est un roi qui a aussi beaucoup légiféré. Les rois ne légifèrent pas autant les uns que les autres. Louis XI a beaucoup légiféré, donc là aussi, on a les textes. Donc on a, si vous voulez, le roi qui écrit. Alors il écrit, je dirais que ce ne sont pas des lettres privées. Ce sont des lettres politiques. Il s'adresse au roi, au duc, au prince, etc. Mais il y en a plus de 2000 et on en trouve encore. Donc si on refaisait un 12e volume, on pourrait, parce on en trouve toujours, quelquefois, à des endroits qui n'étaient pas vraiment prévus. Donc il y a une très forte documentation qui vient du roi lui-même. Et c'est pour ça que quand j'ai pensé à faire à ce Louis XI, mythe et réalité, j'ai fait, comme vous avez dit, j'ai commencé par Louis XI vu par les historiens, et après j'ai fait Louis XI par lui-même. C'est-à-dire, a-t-on une documentation suffisante pour voir ce qu'était ce règne vu par Louis XI? Et on l'a. Il y a suffisamment. Louis XI est un homme qui non seulement a beaucoup écrit, mais les ambassadeurs, parce que le royaume de France était le plus puissant, donc les ambassadeurs étrangers convergent vers la France, et les ambassadeurs ont écrit, c'est leur travail, ils écrivent à leur prince, et ils racontent ce que fait le roi de France, il prévoit de faire ceci, sur ce sujet-là, il est attentif, sur tel autre, il va... Bon. Et on a là aussi une documentation énorme, en particulier des ambassadeurs italiens, ambassadeurs milanais en particulier, puisque l'Italie n'est pas encore unie. Alors, je refais un bond dans le temps et je reviens donc sur l'historiographie. Le 19e siècle ou la fin du 19e siècle, on ne sort pas malgré tout d'une histoire engagée. Vous présentez par exemple Jacques Bainville, que je connais assez bien. Donc il y a dans l'approche du règne aussi et toujours un dessin politique par certains auteurs, par plusieurs auteurs. Alors, j'ai constaté, et ce n'est pas simplement le cas pour Louis XI, c'est le cas pour d'autres sujets, il y a une relative uniformisation, je dirais, d'appréciation de Louis XI. Qu'on soit républicain ou moins républicain, parce que les nuances sont grandes aussi dans les autres milieux, qu'ils soient bonapartistes ou royalistes, il y a une admiration pour Louis XI.
Parce que Louis XI a agrandi le pays, la France. Parce que Louis XI s'est imposé face aux féodaux. Et les plus partisans de Louis XI, ce sont les historiens Troisième République. Parce que pour eux, bon, s'ils veulent sauver des rois dans les 43 qui ont fait la France, eh bien Louis XI est un roi à leur goût. Parce que c'est un roi qui est très dur pour les grands princes. On dit alors, ils sont allés jusqu'à dire que c'est un roi du peuple, un roi bourgeois. Bon, là, je pense que... Ce sont des figures de lecture qui sont anachroniques. Puis c'est surtout, c'est faux, parce que imaginez qu'un roi se sent du peuple ou est du peuple, c'est vraiment... c'est un contresens. Et Louis XI ne s'est jamais pris pour un bourgeois. On est dans un monde, une société d'ordre, et entre le roi et les bourgeois, il y a un monde. Ça ne veut pas dire que Louis XI n'utilise pas des bourgeois. Louis XI, c'est quelqu'un de très opportuniste. Il trouve un prince intelligent, utile, il le gagne à sa cause. Il est inintelligent et inutile, eh bien, il ne le prend pas. C'est pas parce qu'il est prince qu'il le prend. Ça ne suffit pas pour lui. Et en revanche, s'il voit un bourgeois qui est fidèle, mais surtout efficace, parce que pour lui, c'est l'efficacité qui prime avant tout, eh bien, il le prendra à son service. Mais ça, on n'en fait pas un roi des bourgeois. Alors, je voudrais sauter en fait toute la fin du XXe siècle. Vous parlez de Jacques Marseille, vous parlez de l'inévitable biographie de Paul Murray Kendall. Oui. Moi, je vois encore chez ma grand-mère le livre de Paul Murray Kendall sur Louis XI qui trônait dans la bibliothèque. Elle est partout. Voilà, elle est partout, 200 000 exemplaires. Et j'en viens précisément au personnage. Est-ce que on arrive avec, vous disiez tout à l'heure, vous parliez des lettres politiques, qui sont donc des lettres politiques. Est-ce qu'on arrive à déceler malgré tout le caractère du personnage et ce qu'il a été? Ce côté tyrannique, ce côté, vous utilisez le terme de manipulateur, ce sens politique très aiguisé ressort de ces courriers, de ces correspondances? Quand on a plus de 2000 lettres, on voit apparaître, la lecture de ces 2000 lettres fait apparaître un personnage qui n'est pas facile à décrire toujours, parce que Louis XI est un roi qui est méfiant. Il est d'abord méfiant. Et il est méfiant à juste titre, d'ailleurs, parce que dans la France du XVe siècle, il y a très peu d'unités. Il n'y a même aucune unité. On a encore de très grands féodaux. On a l'ennemi anglais, qui même si la guerre s'est atténuée après 1453, il n'y a pas de traité de paix. Le traité de paix, ce sera 1475 par Louis XI. Le traité de paix de la guerre de 100 ans. Donc la guerre peut reprendre à tout moment. Il y a le grand allié de l'Angleterre qui est la Bretagne. Le duché de Bretagne, qui ne fait pas partie de la France à ce moment-là. Il y a évidemment le duché de Bourgogne. Donc il y a autour de la France et à l'intérieur de la France beaucoup d'instabilité. Donc Louis XI est un roi qui se méfie de tout et de tous, peut-être excessivement, mais quand on voit les événements, on ne peut pas tellement lui donner tort, parce que sans arrêt, il y a une union. La position des individus, des princes ou des simples gens est incroyablement instable. Là, j'ai donné un sujet de master sur ce sujet, sur ce thème-là d'ailleurs, sur l'instabilité des positions. Il n'arrête pas de changer. On n'est plus, si vous voulez, dans une vision, on a donné sa foi à un seigneur, on lui doit le conseil et l'aide. Non, on a un seigneur qui donne plus, eh bien on change. Et puis, mais ça veut dire qu'on change avec tous ceux qui vous suivent. Et quelquefois, on voit les serviteurs qui eux-mêmes se divisent. Donc, on a une impression d'un gouvernement extrêmement difficile. Donc, Louis XI est méfiant et donc il est dissimulé. Il ne dit pas ce qu'il pense, mais en même temps, il a dans son caractère une très grande faculté à parler, à agiter des idées, à, je dirais presque séduire son interlocuteur, tellement il va vite, tellement il est drôle, etc. Tout le monde l'a dit ça. Et quelquefois, il dit « j'ai trop parlé ».
ma langue m'a coûté bien des problèmes. Mais quelquefois, il fait semblant de trop parler. Et il fait comme si ça lui avait échappé. Et là encore, c'est une manipulation. Donc, quand on a un personnage qui est aussi dissimulé, aussi intelligent, aussi rapide, eh bien, il faut l'intégrer quand on lit les 2000 lettres. Alors précisément sur le parallèle qui sera fait plus tard avec Louis XIV, je vous cite, le roi est impératif, mais il peut être flatteur. Il est toujours pressé et entend être obéi incontinent. C'est-à-dire tout de suite. Tout de suite. L'adjectif omniprésent dans la correspondance royale signifie sur le champ, aussitôt, ou bien car tel est notre plaisir. Oui, c'est la volonté du prince. Alors que le prince ait une volonté, ça ne surprend personne. Mais quand on dit il en a lui au moins. Ce que font certains chroniqueurs, et Bourguignon en particulier, que le prince, que le roi de France fait tout à sa volonté, c'est une critique. Parce que ça veut dire qu'il n'écoute pas les conseillers. C'est presque synonyme, si vous voulez. Être plein de sa volonté, ça veut dire ne pas écouter les conseillers. Or, un bon roi écoute ses conseillers et décide in fine. Louis XI est plus intelligent souvent et pense qu'il connaît mieux le sujet du gouvernement de la France, et donc il se passe souvent de conseillers. C'est un peu, là encore une fois, comme Louis XIV qui se passe de Mazarin en 1661. C'est la rupture. Vous savez, ils se sentent aussi investis je dirais pas d'une mission au sens d'une mission religieuse, mais d'une charge, et ils pensent être peut-être le seul capable d'assumer cette charge. Louis XI, c'est quand même quelqu'un qui a une passion, la passion de gouverner, mais cette passion est aussi un fardeau. C'est un homme qui n'a fait que gouverner. Il n'a qu'un moyen de s'évader un peu de ce gouvernement, parce qu'à l'époque, on n'aime pas beaucoup les rois qui ne font que travailler, comme faisait Charles le Téméraire, et ça paraissait à tout le monde quelque chose d'inquiétant et de déséquilibré, pour ne pas dire de fou. Louis XI, il n'y a qu'un seul moment où il s'abstrait du gouvernement, c'est la chasse. Et je n'oublie pas évidemment la prière. C'est quand même quelqu'un qui dit ses heures, c'est-à-dire que il suit les heures canoniales pendant la journée. Cet homme si occupé, si pressé, si impatient, dit ses heures. C'est très surprenant. Là, il y a tout un aspect de Louis XI qui n'a jamais été traité. Louis XI spirituel. La spiritualité de Louis XI. Alors, je vais revenir sur la spiritualité parce que elle m'a beaucoup intéressé. Mais avant tout, est-ce qu'on peut dire que le règne, au fond, vous l'avez dit tout à l'heure, est marqué par un souci, c'est augmenter le royaume? Oui, alors ça, c'est un mot très important. Le mot augmenter revient très souvent sous la plume de Louis XI. C'est la passion d'augmenter, accroître et augmenter. Et dans son ordonnance testament de 1482, quelques mois avant sa mort, il dit qu'il est fier d'avoir augmenté et accru le royaume. Alors, augmenter, ça revient tout le temps. Et ça lui est propre. Ça lui est propre. Là, dans le texte que j'étudie, le manuscrit que j'étudie, ça revient sans arrêt. Augmenter. Bon. Alors, là aussi, il y a une origine romaine. Rome, c'est à augmenter le royaume presque aux limites du monde. Donc, c'est le grand modèle pour tous les princes. L'augmentation. La dilatation. Alors, ça veut dire quoi? C'est une dilatation territoriale? Ça veut dire qu'il va gagner des territoires? Est-ce que c'est une dilatation en puissance? Dans le cas de Louis XI, c'est une dilatation territoriale. Il est fier de gagner des territoires, des villes, des provinces, de les gagner, de les acheter, de les gagner par mariage, de les gagner par échange, quel que soit le moyen. Pour lui, c'est une augmentation territoriale. Et c'est en cela qui plaît beaucoup aux historiens Troisième République, qui sont dans une obsession de dilatation qui n'est plus tellement possible en France, donc ils le font outre-mer. C'est la grande aventure coloniale de la Troisième République. Pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne va pas en Italie.
Et il ne va pas en Italie, et ça pourrait paraître très, très contradictoire, parce qu'il y avait quelques Italiens qui lui disaient de venir intervenir dans les querelles entre Gênes, etc., toutes ces grandes villes, et il ne l'a pas fait. Lui, que tous les princes italiens disent italiens comme eux, parce qu'il parle l'italien couramment, parce qu'il a un mode de pensée qui ressemble à celui des Italiens, de vivacité, de jeu, etc., de séduction intellectuelle, mais jamais il n'intervient en Italie. Il refusera chaque fois d'intervenir en Italie. C'est intéressant, parce que là, ce n'est pas une dilatation, on n'intervient pas au-delà des Alpes. Alors nous l'avons esquissé tout à l'heure, il y a aussi une autre question, c'est sa relation avec les princes féodaux, ce qu'on appelle la guerre du bien public, c'est, dites-vous, le pivot du règne. Alors, oui. Comme souvent, il y a plusieurs éléments qui chacun agissent de leur côté, et puis à un moment, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, oui. Et on dit que c'est une affaire de chasse, réglementation de la chasse. Or, c'est bien plus que ça, c'est à la fois une question fiscale. Oui, c'est 1465, les princes, et pas que les princes, les nobles, les régions se liguent en disant qu'ils incarnent le bien public contre le mal public du roi. Dire que le roi sacré à Reims incarne le mal public, c'est stupéfiant. Les princes, tous les grands princes, Bourbon en particulier, qui est un des plus grands évidemment, incarnent la ligue du bien public. Et à cela, il y a beaucoup de raisons, effectivement. D'abord, d'abord Louis XI, en 1461, quand il monte sur le trône, commence par évacuer tous ceux qui étaient proches de son père. Il change d'équipe, ça indispose. Il change les officiers, il change les fonctions, il change les charges. Bon. Et il a besoin de beaucoup d'argent, donc il va inventer une politique fiscale qui va horrifier tout le monde. Et puis, l'histoire de la chasse, on a toujours dit, mais il interdit la chasse à certains seigneurs et c'est la cause du bien public. Mais c'est très grave. On dit, mais c'est anecdotique, c'est rien du tout. Mais non, c'est grave. Parce que ça veut dire que les seigneurs ne sont plus libres sur leur terre. Et que le roi intervient. Et alors que la chasse n'est pas un agrément, ce n'est pas qu'un agrément, c'est l'exercice de l'art militaire en temps de paix. Donc ça veut dire que le roi veut enlever aux nobles leurs fonctions militaires. C'est très 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 grave. Ce n'est pas qu'une intervention tyrannique du roi, c'est une remise en question d'un ordre. D'où la réaction 1465. Et le roi perd. Il faut le savoir. En 1465, le roi perd, il cède tout. On lui fait signer des traités, il cède tout, il reprend tout le monde, il cède sur tous les points. Et après, il va faire selon sa méthode, il grignote, il défait tous les traités. Et il réussit. Alors, passons au spirituel. Vous avez commencé à l'esquisser là aussi. Un homme en dévotion, mais vous dites que sa dévotion semble l'emporter sur sa cognitio. C'est pas une foi d'intellectuel en fait. Non, je pense d'ailleurs qu'il se méfie beaucoup de cette foi d'intellectuel. Il a horreur des débats. Il y en a beaucoup à son époque. Il y en a beaucoup eu. Il y en a toujours beaucoup eu. Le Moyen-Âge est une époque où on aime débattre, poser des questions, pro, contra, etc. Bon, lui, Louis XI a horreur de cette manière de penser. Il croit en Dieu, il croit aux saints, il a une dévotion particulière pour la Vierge, comme tout le monde à cette époque-là, et il ne veut pas de querelle. En tout cas, il ne veut pas être pris à partie dans les querelles, je dirais contrairement à Louis IX. Saint Louis aimait à entendre débattre devant lui de telle ou telle position théologique. Louis XI, non. Louis XI, il y a la foi, je dis que c'est une foi de granit, et point, c'est tout. Et pourtant,
la foi de Louis XI paraît suspecte, alors que la foi de Louis IX, on la portait est admirée. Est admirée et a fait de lui, entre autres choses, un saint, canonisé en 1297. Et lorsque Louis XI prie, lorsqu'il donne aux églises, lorsqu'il fait des ex-voto, lorsqu'il est... Bon, il aumône, il a une partie du budget qui est réservée aux aumônes, et il aumône sans arrêt les religieux, les pauvres gens, etc., eh bien, on trouve ça excessif. Au XVe siècle, on trouve ça excessif. Au XIIIe siècle, on trouvait ça admirable. Peut-être faut-il se souvenir qu'au XIIIe siècle, certains contemporains de Saint-Louis disaient qu'un roi doit être roi et non pas moine, et qui trouvaient que Saint Louis IX se comportait souvent trop comme un moine, en prière, habillé de bure. Un roi ne s'habille pas en bure, il s'habille en roi. De même qu'on a dit à Louis XI qu'il s'habillait comme un bourgeois, ou comme un Italien, ce qui n'était pas un compliment. Et Louis XI a continué à s'habiller comme il voulait, c'est-à-dire en tenue de chasse finalement, avec une veste courte, pratique, etc., et non pas en habit long, alors que Louis IX avait fait un effort. Il avait entendu la critique, il avait fait un effort, et il avait quitté les habits de bure qu'il portait par humilité, et il avait commencé à s'habiller en roi. Mais alors, Louis XI, et on revient à votre première remarque, Louis XI se moque de l'opinion d'autrui. On lui doit indirectement un tableau, qui est le tableau de l'Angélus, puisqu'il a joué un rôle dans la prière de l'Angélus. Tout à fait, c'est vrai, mais ça, c'est sa dévotion particulière pour la Vierge. Et il a joué un rôle, il a même insisté auprès du pape pour que le pape instaure magistralement, je dirais, par son autorité, l'Angélus dans le royaume. Et il y tenait beaucoup. Mais il tenait à beaucoup de choses, c'est quand même un suractif. Il tenait à la Saint-Charlemagne, par exemple. Alors que la canonisation de Charlemagne avait été faite par un antipape. Donc elle était assez douteuse. Mais il y a une telle admiration pendant tout le Moyen-Âge pour Charlemagne que cette admiration est mêlée aussi de dévotion. Ça n'a pas beaucoup pris, la Saint-Charlemagne. Alors, la foi est une vertu théologale, la charité également, et on sait qu'il n'y a pas de charité sans justice. Est-ce que c'était un roi juste ? Alors, c'est pour les rois de France la fonction principale, et c'est la justice. Le roi rend la justice. Le roi est justicier. Louis XI, pour cette raison-là, doit être un roi justicier. Mais il a montré il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'il a voulu que les procès soient plus rapides, que la justice soit plus intègre. Mais on a quelques exemples, et évidemment ce sont ceux-là qui sont les plus connus, d'un roi qui intervient dans certains procès, et il intervient pour faire condamner les accusés. C'est le fameux exemple de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, qui est un prince de sang royal et qui est le cousin du roi, très proche. Et qui est un prince qui est, quand on l'étudie et quand on lit le procès, est un prince qui est l'exemple type de l'instabilité. Il ne cesse de jouer double, triple, quadruple jeu en même temps. Et on a l'impression de quelqu'un qui n'a plus d'axe, qui n'a plus de... Il est contre Louis XI, mais en même temps, il lui dit qu'il n'a jamais été aussi près de lui. Louis XI lui pardonne, je ne sais pas combien de fois, c'est pas 7 fois, 77 fois, mais c'est pas loin. Et il continue, il recommence à trahir. Il trahit d'un côté, il trahit de l'autre, il trahit tout le temps. Et finalement, il sera arrêté, emprisonné, il y a un procès qui va durer très longtemps. Et Louis XI, qui est un homme impatient, trouve que le procès dure vraiment, vraiment trop longtemps et qu'il essaye de faire accélérer le procès. D'abord, il fait juger le prince, le duc de Nemours, non par ses pairs, alors que le duc doit être jugé par ses pairs.
Il fait nommer des commissaires particuliers, donc des gens qui sont nommés spécialement pour condamner, en fait, le duc de Nemours. Bon, donc ce type d'exemple montre que le roi s'intéresse à la justice, mais c'est vrai que la mémoire qu'on a gardée, c'est un roi qui intervient dans le cours de la justice. Et c'est vrai que le duc de Nemours sera décapité. Alors, il ne sera pas gracié. Nous arrivons, Lidwine Scordia, peu à peu au terme de cette émission. Pour qualifier en quelque sorte ce gouvernement, vous avez une expression, vous dites il conviendrait de parler pour le règne de Louis XI de gouvernement d'excès. Ce n'est pas de gouvernement excessif, c'est de gouvernement d'excès. Oui, je parlais tout à l'heure de passion de gouverner. Il a la passion de gouverner, il a les capacités de gouverner. C'est un roi qui gouverne, c'est pas un roi qui règne seulement. Et il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aussi bien à la justice qu'à l'économie, qu'à l'accroissement du royaume, qu'à la diplomatie. Il s'intéresse à tout. Il se mêle de tout. On le voit même quelquefois se mêler de médecine. Il est passionné de médecine. Et c'est un roi donc qui est excessivement présent dans le gouvernement et excessivement intelligent. Peut-on être excessivement intelligent ? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'idéal de la tradition des rois de France, le roi n'a pas à être aussi interventionniste. Et c'est vrai que ce roi est très interventionniste. Est-ce que c'est le premier à faire précisément l'intelligence, l'instrument clé du pouvoir ? Absolument. Pour lui, l'intelligence est une clé de gouvernement. Une clé de gouvernement, et c'est vrai qu'après, on voit de plus en plus des princes que l'on forme à tout savoir sur toutes les matières, à être intelligent. Et l'intelligence devient une vertu. On n'a jamais vu que l'intelligence soit une vertu avant. Avant, il faut être vertueux, connaître des principes, et puis après, on gouverne comme un bon roi, puisqu'on a des vertus, on gouverne bien. Alors que là, c'est l'intelligence. Et pourtant, c'est un roi traditionnel par bien des aspects, Louis XI. Il sublime le politique plus ou autant que Philippe le Bel ? Beaucoup plus. Philippe le Bel, c'est un autre roi très atypique dans son règne, dans son siècle, puisque lui, c'est fin 13e, début 14e. Philippe le Bel, c'est un roi qui ne pense qu'à une chose, être à la hauteur. Être à la hauteur de son grand-père. Louis IX. Et il a peur de ne pas être à la hauteur. Donc il y a une espèce de surenchère pour être à la hauteur. Donc je dirais que le politique n'est pas ce qui intéresse le plus Philippe le Bel, même s'il y a beaucoup de tournants politiques sous le règne de Philippe le Bel, en particulier la souveraineté royale par rapport aux grands féodaux ou bien d'autres choses. Mais je pense que l'obsession d'être à la hauteur de son grand-père l'emporte sur tout le reste. Alors que Louis XI, je pense qu'on a un politique sublimé, selon votre expression. Il y a un nom que nous n'avons pas prononcé, c'est celui de Machiavel. Oui. En fait, évidemment, ce n'est pas l'époque. C'est pas loin. C'est pas loin, mais est-ce que ce n'est pas Louis XI qui a influencé Machiavel et le Prince ? Alors, c'est une des choses qu'on apprend. Vous savez, quand on écrit un livre, on apprend beaucoup. On met en forme des choses qu'on savait, mais surtout, on apprend beaucoup. Et je me suis aperçue avec surprise, et j'ai vu que d'autres collègues modernistes l'avaient évoqué. C'est vrai que Machiavel est profondément admiratif de Louis XI. D'une certaine manière, le prince de Machiavel, c'est Louis XI. Beaucoup plus qu'un prince italien. Mais tout à l'heure, je disais que Louis XI était, par bien des côtés, un prince italien. Même si ça a parfois déplu dans le royaume de France. Eh bien, merci beaucoup, Lidwine Scordia. Merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage, donc, Louis XI, mythe et réalité, donc aux éditions Ellipse. Merci beaucoup aux auditeurs et à leur fidélité naissante pour Storia Voce, et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Histoire.